Alors, je suis très heureux de recevoir ici, au siège du Nouveau Conservateur, je pourrais dire mon ami, car nous nous connaissons depuis longtemps, Pierre Ménard. Nous nous sommes rencontrés à l'ENA, on peut le dire. Oui. Et j'ai toujours apprécié chez Pierre Ménard, dont nous ne partageons pas toutes les vues, enfin, nous divergeons sur bien des points, nous l'allons voir tout à l'heure. D'abord, sa très grande gentillesse, le service acharné du pays, qui vous a conduit dans plusieurs postes diplomatiques très importants, la Roumanie, la Pologne, la Tunisie, et le dernier, un poste prestigieux des Pays-Bas. Vous avez été un collaborateur de Jacques Chirac à l'Élysée, et vous avez beaucoup aimé Jacques Chirac. Beaucoup. Vous allez nous en parler. Directeur d'Europe, comme on disait jadis, à 2 reprises, de 2002 à 2004, je crois, et puis 2007-2009. 2007-2009 au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères. Enfin, vous êtes un grand exemple de ce que peut donner le mieux la carrière, comme on disait autrefois. Vous êtes un grand diplomate. Et pas seulement ça, vous êtes préoccupé par la France, préoccupé par l'Europe, et ça nous lira toujours, ça nous transformera toujours là-dessus, et notamment de leur capacité à s'affirmer sur la scène du monde, indépendamment des États-Unis, en tous les cas, sans les suivre. Vous avez publié plusieurs ouvrages, un sur l'Europe covidienne, post-covidienne, où vous montrez comment l'Union européenne, qui vous tient à cœur, s'est adaptée à ce défi dans des termes, encore une fois, que je réponds puissamment, mais enfin qui sont très argumentés chez vous. On peut discuter, on peut en débattre. L'histoire des vaccins, on en parlera peut-être. Bon. Sans vouloir vous couper tout de suite. Allez, Pierre, je vous en prie. L'histoire des vaccins n'était pas d'ailleurs au cœur de mon sujet, c'était plutôt les volets économiques et monétaires. Donc là, je crois qu'effectivement, il y avait eu d'abord de l'innovation et beaucoup de recherche, d'avancée, si vous voulez. Donc, notamment la mise à l'écart du traité de Maastricht. Oui, que l'on a. Et puis le plan de soutien, qui était quand même une innovation. Donc, effectivement, après, sur les vaccins, c'est autre chose, c'est un autre débat, on peut en parler si vous voulez, mais c'est pas le cœur du sujet. Votre dernier livre, que m'a mis en main une de nos amies communes, je l'en remercie, L'Union européenne et la guerre, là, cette fois, c'est un livre très, très documenté, et très inquiet, en réalité, sur ce défi qui est lancé, cet autre défi, peut-être encore plus important, qui est lancé à l'Europe par la question ukrainienne, et notamment l'intervention russe en Ukraine de février 2022. Ça vous a fait beaucoup réfléchir, et ça vous a fait écrire. Ce livre est publié chez l'Harmattan, L'Union européenne et la guerre. Je le montre parce qu'il vaut le coup, ne serait-ce que parce que vous y développez des anecdotes que seul l'ambassadeur peut raconter. Je commence par une anecdote très intéressante. On reviendra sur le reste de votre carrière, mais commençons par là. J'attaque. Il va sans dire que nous n'avons pas les mêmes points de vue. Je le confirme. C'est très gentil. Je vous le confirme, et je ne partage pas votre ligne éditoriale, mais comme vous l'avez dit, nous sommes des amis. Oui. Et un peu du même moule. Et avec les mêmes objectifs. Avec un certain nombre d'ailleurs de points communs, quand même, dans le passé. Oui. Et aussi le fait que le débat est toujours nécessaire. Oui. Et qu'il faut essayer de convaincre, même si on a le même objectif, c'est affirmer la France et l'Europe. Affirmer la France, tout à fait. Dans le jeu du monde. Oui. Nous sommes d'accord. Mais pardon, excusez-moi. Alors, non, mais c'est bien de le dire, parce qu'on n'entend pas assez, vous auriez pu ne pas accepter, parce qu'on n'entend pas assez des praticiens, y compris sur TV Liberté, ou quelquefois même dans la revue Le Nouveau Conservateur, ou peut-être je vous demanderai un article ou un entretien, cher Pierre Ménard. Mais il n'y a que vous, il n'y a qu'un ambassadeur pour dire les choses de l'intérieur. 31 décembre 1999. Dernières heures du siècle et du millénaire. Vous êtes ambassadeur en Roumanie depuis peu. Depuis 2 ans quand même. Ah, depuis 2 ans, oui, vous êtes arrivé en 98. Oui, fin 97. Fin 97. Ça faisait 2 ans pile. D'accord. Et vous recevez un coup de téléphone du
conseiller diplomatique. Du chef d'état-major des armées, en fait. Du chef d'état-major des armées. Le chef d'état-major général des armées, donc, le général Djedjeratou, donc, qui est un À 7 h du soir. militaire à 7 h du soir. J'étais encore au bureau, je ne sais pas, mais enfin, en tous les En cas, fait, on avait décidé, si vous voulez, c'était, comme vous dites, le millénaire. Donc, oui, voilà, c'était la fête. on avait décidé d'organiser pour des personnalités roumaines un réveillon dit du millénaire. Vous Ah, savez, c'était pas entre vous? Non, si, c'était entre nous. Non, mais ça, c'est moi, je me préparais au réveillon, mais il m'a bien sûr que non. Non, mais le général est traçons venu. les circonstances, c'est intéressant. Le général, parce que vous ne célébrez pas Non. la soirée en famille, vous invitez des Roumains. Oui, tout à fait. C'est le métier d'ambassadeur, ça aussi, dont il faut parler. Oui, bien sûr. Alors, il peut arriver aussi qu'on des réunions familiales, mais là, en l'occurrence, j'avais organisé des personnalités roumaines. Et avant ce dîner, j'ai eu la visite, à sa demande, du général Djedjeratou. Donc, pourquoi le 31 décembre 1999? C'était le jour où Yeltsin a démissionné. Donc, il a démissionné et il a nommé Vladimir Poutine, qui était Premier ministre, l'a chargé de l'intérim, selon la Constitution. Donc, et alors, qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Eh bien, pourquoi c'était la question. Bas de combat. Moi, c'est la question que je me posais aussi. Les esprits sont ailleurs. C'était la question que je me suis posée aussi, mais je l'ai reçu. Il m'a dit c'est un moment très inquiétant pour la Roumanie et pour l'Europe, parce que cet homme, nous le connaissons, et il est une menace pour notre pays, la Roumanie, donc c'était en 99. Il est une menace pour l'Europe, et il mènera des visées contre nous, et nous demandons à la France de nous soutenir. Voilà ce qu'il m'a dit, et il m'a demandé de transmettre sur le champ ce message aux plus hautes autorités de l'État français, donc de la République. Voilà, donc... Et comment ils le connaissaient si bien, Poutine? Eh bien, parce qu'ils sont, vous savez... Les services de renseignement. Bien sûr, ils sont des voisins. Il y avait eu, en 1999, c'était... pendant toute l'année, en tout cas la première partie de l'année, il y a eu l'affaire du Kosovo. Donc, vous savez, l'intervention de l'OTAN au Kosovo. Parlons-en. Oui, on peut en parler, mais c'est tout un autre sujet. En tout cas, les Roumains... Mais je ne sais pas si c'est un autre sujet, Pierre. Alors bon, parlons-en tout de suite, si vous voulez. Non, mais parlons-en tout de suite. Sans aucun mandat de l'ONU, je ne l'attaque pas, je rappelle un chiffre, passe 78 jours à bombarder une capitale européenne. Ça n'a pas fait autant d'émotion que l'affaire ukrainienne. Pourtant, c'est bien plus grave. D'ailleurs, l'argument... Enfin... oui, non, l'argument a été repris. L'argument a été repris par Poutine abondamment. On peut en discuter effectivement de cette opération. C'est vrai qu'on peut en discuter, mais elle a fait suite. Attendez, il ne faut pas quand même. Si vous voulez, si on peut donner une partie. De même pour l'affaire ukrainienne, il faut faire toute la séquence. Oui, tout à fait. Mais je l'ai fait d'ailleurs. Mais sur cette affaire du Kosovo, je l'ai moins fait, mais. Il y avait eu des négociations, si vous voulez, il y avait eu des négociations sous l'égide de pays européens, et il avait été dit que si ces négociations n'aboutissaient pas, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu des exactions commises. On avait dit que si ça n'aboutissait pas, il y aurait une intervention militaire. Donc cette intervention militaire a eu lieu. On peut la contester, effectivement, il n'y a pas eu de mandat de l'ONU. Il demeure qu'elle a mis fin quand même à des exactions qui étaient quand même assez forte. Donc, sur le plan juridique... elle a mis fin à ce qui restait d'Yougoslavie, elle a installé les États-Unis. Non, la Yougoslavie... Elle a démembré la Serbie, elle a installé les États-Unis au Kosovo. Ça n'a rien à voir, excusez-moi. Non, parce que la Serbie, c'était beaucoup plus... Là où nous parlons de 99. Là, on est en mars 99. En mars 99. Bon. Et l'affaire yougoslave, honnêtement, elle s'est jouée beaucoup plus tôt, dès 91, avec la Croatie, la Slovénie, et puis surtout après... avec l'affaire de Bosnie-Herzégovine, où là, il y avait des résolutions du Conseil de sécurité très fermes. Hein, donc on ne peut pas, si vous voulez, tout mélanger. J'étais à ce moment-là au cabinet du secrétaire général de l'ONU, un peu grâce à vous d'ailleurs. Enfin, faut dire, amical, c'est très bien. Boutros-Ghali, un grand monsieur. Un grand monsieur. Mais attendez, on revient peut-être parce que... Donc eux, si vous voulez, pendant cette affaire du Kosovo, donc, qui a duré effectivement de mars à juin 1999, ils étaient en première ligne, les Roumains, et les Russes les ont testés, les ont pas attaqués, mais les ont testés. Les Russes étaient dans une position sur cette affaire qui était très délicate, si vous voulez, très délicate, parce qu'ils ne voulaient pas intervenir. C'était Yeltsin, c'était les derniers mois d'Yeltsin. Ils ne voulaient pas intervenir, mais ils faisaient passer des camions avec des armements, etc. Et les Américains avaient dit aux Roumains
était... en faveur des Roumains. Enfin, en faveur des Serbes, pardon, excusez-moi. Qui avait une solidarité effectivement orthodoxe. Tout à fait. Il y avait d'ailleurs entre les deux églises orthodoxes de nombreux contacts et la population avait de la sympathie pour les Serbes. Donc réprouvait cette intervention de l'OTAN. À l'époque, la Roumanie ne faisait pas partie de l'OTAN. Oui. Mais les États-Unis lui avaient dit vous êtes candidate à l'OTAN, ça va être un test en quelque sorte. Donc, et les autorités roumaines, à l'époque c'était le président Constantinescu, étaient prises entre deux feux, si vous voulez. Il y avait les provocations de la Russie, qui tous les jours quasiment se présentait à la frontière avec des camions qui étaient présentés comme de la marchandise, mais en fait qui devaient traverser la Roumanie pour aller en Serbie et qui pouvaient contenir autre chose. Ils ont été, si vous voulez, pour eux, ça a été un calvaire pendant 3 mois. Et aussi un débat interne, parce que l'opposition, qui était à l'époque incarnée par l'ex-président qui allait devenir président à nouveau, Iliescu, naturellement, a exploité ce sentiment populaire. Mais voilà, ils étaient très inquiets, au point que la nomination de cet homme qui était le chef des services secrets, Poutine, donc, dont ils pensaient que il n'allait pas, ils avaient raison, il n'allait pas leur être favorable, était pour eux une menace de sécurité nationale, au point de faire cette intervention, effectivement, le 31 décembre. Et d'aller voir l'ambassadeur de France, qui là-bas, en Roumanie, il faut voir que c'était une personnalité, si, je ne parle pas de moi, bien sûr, mais la fonction était importante. Elle a été d'ailleurs, on disait là-bas, quand je suis arrivé en Roumanie, on disait il y a 2 ambassadeurs importants, c'est l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur de France. Ensuite, ils ont été... On dit ça, c'est vrai, je sais, mais pas partout. Pas partout, même pour les États-Unis. Pas partout, même pour les États-Unis. Enfin, pour les États-Unis, c'est souvent le cas, mais... Mais, si vous voulez, au fil des années, moi, ce que j'ai constaté, c'est que l'importance politique de ces 2 représentants avait été un peu estompée par la représentation de la Commission européenne. Parce que, et c'est là un débat qu'on pourra avoir, en fait, la France soutient le politique, très bien, très bonne entente des autorités, mais l'Union européenne, elle proposait l'argent et les fonds et l'adhésion. Donc, et d'autre part, autre organisme. Il y avait bien entendu, alors sans le titre, un représentant de l'Union européenne. Non, à l'époque, c'était un représentant de la Commission. C'est avec le traité de Lisbonne qu'est arrivée la représentation de l'Union européenne. Bon, sujet sur lequel on peut revenir, parce que c'est un peu plus compliqué. Mais à l'époque, c'était des délégations de la Commission. Oui, c'est un sujet important, mais moi je suis à votre disposition. Alors, c'était votre... Vous savez, le sujet, c'est vous. Hein, vous, comme un des grands ambassadeurs. Très, très heureux que ça... d'être au centre... de la diplomatie française. C'était votre premier poste d'ambassadeur, oui. Pas de diplomate. Nous sommes vus à New York. Moi, j'étais conseiller politique à la mission permanente de la France. C'était un poste très, très important, puisque c'était... L'ambassadeur était Jean-Bernard Mérimée. J'ai eu Pierre-Louis Blanc. Pierre-Louis Blanc, d'abord, et Jean-Bernard Mérimée. Pierre-Louis Blanc, qui aujourd'hui a 97 ans, donc, avec lequel je suis toujours en contact. C'était un collaborateur du général de Gaulle, et il faisait référence quasiment quotidiennement. Donc, non, Vous êtes gaulliste, on peut dire. Moi, je suis gaulliste, absolument. Voilà. Je suis gaulliste, mais vous savez, les gaullistes, comme le disait Malraux, les gaullistes, tout le monde a été, sera gaulliste. Mais moi, je suis gaulliste, enfin, je me définis comme tel. Et sur l'Europe, j'ai repris vraiment attentivement les propos du général de Gaulle. On le voit on le voit. Et il avait sa conception de l'Europe. Alors, vous, donc, avant New York, vous avez fait vos premières armes au Quai d'Orsay même, oui. En sortant de l'ENA. Oui, j'étais à ce qu'on appelait le service de coopération économique, donc c'est-à-dire le service qui s'occupait, toujours un jargon un peu particulier, mais qui s'occupait des affaires européennes. Et donc j'avais suivi un certain nombre de politiques communes, d'abord l'énergie, les transports, le marché intérieur, et puis la politique agricole commune, que j'ai suivi pendant 2 ans, qui était d'une toute autre nature que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'était un système de prix. De protection. C'est toujours, d'une certaine manière, un système de protection, parce que ce sont des aides, si vous voulez. Là, maintenant, aujourd'hui, ce sont des aides. Protection vis-à-vis des marchés étrangers. À l'époque, c'était un système de prix, oui. Donc avec l'intervention, les restitutions à l'exportation, les prélèvements. Très technique.
Oui, très technique, mais enfin, vous savez, au bout de quelques semaines, il ne faut pas se laisser impressionner. Au bout de quelques semaines, on finit par... Vous savez, il y a des notes, il y a des papiers, on finit par comprendre. Un énarque, on finit par comprendre, si vous voulez. On voit beaucoup de choses aux énarques, mais enfin, je témoigne qu'on est entraîné à comprendre des notes, déjà. Et puis surtout, avec le temps, si vous voulez, on est dans la pratique, on voit ce qui se passe. Moi, chacun, vous savez... chacun a sa manière de travailler. Donc, moi, j'aime bien la méthode inductive, c'est-à-dire, effectivement, pas trop apprendre de choses théoriques et voir comment ça se passe dans la pratique. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à l'ENA, Pierre Ménard ? Ce qui m'a conduit à l'ENA, eh bien, moi, je suis du concours interne, je suis un peu plus âgé, donc, d'abord, j'ai passé l'ENA, effectivement, sortie de Sciences Po, donc, à Paris. Je suis né à Paris. J'avais été admissible d'ailleurs à l'ENA, mais pas reçu. Et du coup, j'ai pris pendant quelques années une autre voie. D'abord dans un organisme qui s'appelle, je pense qu'il s'appelle toujours l'Office franco-québécois pour la jeunesse, donc le FQJ, où j'étais... Formidable. Oui, j'étais une création, une des conséquences du général de Gaulle en 67. Absolument. Et d'ailleurs, qui était dirigé par un homme qui aujourd'hui malheureusement nous a quittés, Jean-Claude Quiolet, donc qui était mon premier patron, si vous voulez, donc qui m'a beaucoup appris et qui ensuite m'a demandé de le suivre. Il a été nommé en Seine-Saint-Denis comme secrétaire général et m'a demandé de le suivre en tant que contractuel, si vous voulez. Donc, ça voulait dire quelque chose entre nous, parenthèse, la coopération franco-québécoise à l'époque. Oui, mais c'était un volontarisme. Alors là aussi, si vous voulez, il faut voir le côté pragmatique. En fait, dans la pratique, on a organisé un certain nombre de stages. Oui. Après, vous savez, des échanges universitaires. Des échanges de jeunes entre 18 et 35 ans. Donc, moi, je suis resté 1 an et demi, j'ai vu à peu près tous les volets de l'office, c'est-à-dire les stagiaires québécois qui venaient en France, les stagiaires français qui allaient au Québec. Donc mais après, c'était un petit peu de l'assistanat. On préparait les programmes, la logistique. Et puis l'évaluation. Donc voilà, donc c'était très intéressant. Et après, une grande directrice qui s'appelait Anne Cublier aussi, qui a succédé, je crois. Mais c'était bien longtemps après. Lui, c'était Jean-Claude Quiolet était le premier secrétaire général. Restons sur le sujet. Oui. On ne peut pas déplorer que la coopération franco-québécoise s'effiloche un peu. Oui, ils ont changé aussi beaucoup le Québec, si vous voulez. Eux-mêmes ont évolué. C'était la grande époque des années 70, si vous voulez, où il y avait on préparait, il y avait Perfit, il y avait René Lévesque. Bon, c'était autre chose, si vous voulez. Aujourd'hui, je ne crois pas que, disons, en tout cas, qu'il peut y avoir une coopération franco-québécoise. Il y en a, mais il n'y a pas le prolongement politique qu'on a pu penser. Il y a plutôt une amitié entre les premiers ministres, alors le fédéral Trudeau et le président oui, mais l'un n'exclut pas l'autre. La proximité, pendant longtemps, était avec le Premier ministre. Non, mais il faut être honnête, si vous voulez. Et pas avec le Premier ministre. Maintenant, les choses ont changé entre eux. Ça a changé entre eux aussi. Il n'y a pas que la France... Entre le président français et le Premier ministre canadien et l'entité québécoise, la province québécoise, les choses ont changé. Il n'y a pas cette compétition, si vous voulez, qu'il y avait à l'époque. Il n'y a plus cette idée d'indépendance. Elle existe peut-être dans certains esprits, mais elle n'est pas sur la table aujourd'hui. Le Premier ministre québécois est indépendantiste. Mais si vous voulez, il n'y a pas aujourd'hui... mais la France manque. Je crois. Bon. La France respecte la souveraineté des États, mon cher. Il faut le dire au général de Gaulle, parce que le Québec libre, c'était pas nécessairement un parangon de... C'est du souverainisme, oui, mais très particulier. C'était une époque, si vous voulez, c'est une époque différente. Et puis c'était le général de Gaulle, donc le général de Gaulle pouvait se permettre, en tout cas, considérer, et à juste titre, pouvait se permettre des choses que d'autres chefs d'État ne peuvent pas. C'est comme ça. Il y a des hommes dans l'histoire qui peuvent agir ainsi et pas d'autres. Après l'OFQJ, donc... Après, donc, je suis allé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, où je suis resté 5 ans et demi quand même. Donc, et après, j'ai passé... Donc en fait, si vous voulez, ça a été un apprentissage... Formation de terrain que les ambassadeurs n'ont pas souvent. Ah non, jamais. C'est formidable, la préfecture, non, ils n'ont pas.
Et en plus, dans la Seine-Saint-Denis, qui est un territoire... C'est la formation, oui. C'était déjà à l'époque très... Ça, on est dans quelles années, là, 80? Dans les années 60, non, bien avant, c'était entre 74 et 79. Donc, et c'était une époque, si vous voulez, où en Seine-Saint-Denis, il y avait sur 40 conseillers généraux, à l'époque, c'était les conseillers généraux, il y avait 30 communistes. Donc, il y avait, je crois, 5 socialistes et 5 représentants de la droite. Pareil pour les villes, sur 40 communes, 30 communistes. Enfin, c'était donc une domination totale. Donc il y avait des relations assez compliquées entre l'État, qui représentait le préfet, et les élus. Alors c'est intéressant parce que, vous voyez, sur le plan politique, naturellement, c'était aux antipodes. C'était l'époque où le Parti communiste, d'abord, faisait 20-25% des voix en France, hein, donc quand même, hein, pas... On n'était plus à 30%, mais on était quand même à 20-25%. Duclos avait fait 22%, 60%. Duclos a fait 21%, oui, effectivement, 21%, vous avez raison. Et là, on beaucoup était... plus en Seine-Saint-Denis. Beaucoup plus, bien sûr, non, mais... Et en plus... Quel souvenir gardez-vous de votre vie à ce moment-là, à la préfecture? Bah écoutez, c'était à la fois... Vous étiez marié déjà à ce moment-là? Non, enfin, j'étais, disons... On entre dans des... J'étais... parlez-nous de votre vie. Non. C'est là où j'ai rencontré ma future femme, enfin c'est celle qui est ma femme aujourd'hui, mais donc mais un peu plus tard, si vous voulez, un peu dans les années, fin des années 70. Et disons-le tout de suite, avec qui vous avez eu plus... J'ai eu 2 enfants. J'ai eu 2 enfants, oui, 2 enfants qui sont des adultes aujourd'hui. Donc, bon, enfin, en tout cas, si vous alors, voulez, la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, donc c'était, si vous voulez, c'est toujours pareil, c'est sur le... il y avait naturellement des relations politiques compliquées, mais dans la pratique, en fait, les élus communistes, d'abord, c'était des gens qui connaissaient bien leur dossier, connaissaient très bien, ils étaient formés. C'est là où on voit que ce parti avait une formation remarquable. Bon, et ils connaissaient leur sujet. Et dès qu'on était hors caméra, hors tribune, eh bien, ils pouvaient, on travaillait à des projets sérieusement. Donc, voilà. Très coopératif. Et à partir de là, moi j'étais plutôt dans l'idée de repasser l'ENA, puisque je l'avais raté, donc, et de rester peut-être dans cette carrière préfectorale. Donc, qu'est-ce qui vous a fait bifurquer? Eh bien, ce qui m'a fait bifurquer, c'est que donc, quand je suis entré à l'ENA, la première chose... je suis rentré donc en fin 79, dans 1980, début 80, on était ensemble, vous, oui. Donc, début 80, à l'époque, le directeur était Pierre-Louis Blanc. Pierre-Louis Blanc. Voilà, donc, et il m'a dit, voilà, vous venez de passer 5 ans en préfecture, donc on va vous envoyer en ambassade. Donc, comme je n'avais pas exprimé de préférence particulière pour une ambassade, on m'a envoyé en Guinée, donc à Conakry, oui, je peux vous confirmer qu'à l'époque, c'était... C'était pas un privilège? Ah non, pas du tout. Non, je m'étais retrouvé au Caire, moi, en Égypte. C'était du bol. C'était beaucoup mieux. Oui. Moi, j'étais à Conakry, alors bon, c'était intéressant, c'était Sékou Touré à l'époque. Oui, pardon. Oui, je dis Sékou. Le fameux Sékou Touré, qui était un personnage... Alors, aujourd'hui, parfois, on parle de dictature, mais là, c'était vraiment le summum de la dictature. Il y avait un journal qui s'appelait Oroya, La Vérité, donc, et qui faisait 4 pages. C'était publié le matin, c'est tout. Il n'y avait pas de télévision, pas de radio. Pravda, ah non, mais bien pire. Mais c'est le même nom. La Pravda, il y avait. Oui, c'est ça, mais ça n'avait rien à voir. Si vous voulez. Non, mais il n'y avait pas le côté. Il pouvait y avoir quelques idéologues qui écrivaient dans la Pravda. Là, c'était vraiment l'information voulue par le pouvoir. Et en plus, si vous voulez, il y avait des éliminations physiques. Un pouvoir cruel. Imposant, très cruel. On passait tous les jours. Alors, tout ça était sous les tropiques, donc c'était assez sympathique, comme ça, d'allure. Mais on passait tous les jours devant ce qu'on appelait le camp Boireau, où il y avait des gens, des opposants qui étaient torturés, qui étaient mis par 40 degrés dehors, qui étaient mis au régime sec et qui mouraient au bout de 10 jours. Donc, donc c'était affreux. Voilà, donc, mais en même temps, moi, ça m'a permis de découvrir ce que c'était qu'une ambassade, le rapport avec le département, qu'on l'appelle, alors pour les diplomates, le département, c'est le ministère des Affaires étrangères. Et ensuite, si vous voulez,
il y a eu la scolarité, et puis il y a eu, pendant ce temps-là, nous étions en 1981-82, il y a eu la réforme du corps préfectoral, C'est ça. qui a quand même été l'a beaucoup amoindri. Donc, et bon, moi j'avais pris goût. La décentralisation, il faut dire ça. Avec la décentralisation. Au bénéfice du Conseil général. Il y avait tout le volet, si vous voulez, le préfet était l'exécutif du Conseil, ce qu'on appelle aujourd'hui le Conseil départemental, qui à l'époque le Conseil général. Mais toujours est-il qu'en plus, si vous voulez, moi ça m'avait pris goût un peu à cette fonction diplomatique. Et donc je l'ai choisi sans trop d'hésitation. Je n'avais plus trop envie d'aller dans la préfectorale. Et puis surtout, la diplomatie me permettait d'ouvrir un peu mon horizon. Donc, puisque en fait, la différence entre les deux corps, c'est que rien ne ressemble plus à un département qu'à un autre département. Oui. Alors que rien ne ressemble moins à un pays qu'à un autre pays, au fond. Évidemment. Voilà. C'était beaucoup plus excitant. Voilà. Corps diplomatique un peu démantibulé par l'actuel président de la République. Tout à fait. Je crois que vous l'avez soutenu, mais... Non, en tout cas pas ce projet. Ah, pas ce projet, Non, mais non. qu'est-ce que vous en pensez? Démanteler Je suis contre. le corps diplomatique, je pense que c'est préfectoral d'ailleurs. Je pense que c'est une rupture à la fois dans l'espace et dans le temps. Puisque dans le temps, parce que au fil des siècles, on a forgé un corps diplomatique qui existe, dont les règles d'ailleurs ont été formalisées au XIXe siècle. Bon, il fut un temps où c'était un petit peu le fait du prince, hein, donc d'ailleurs en fait avec beaucoup de nobles en fait, de personnes, si vous voulez, qui exerçaient les fonctions d'ambassadeur jusqu'au XIXe siècle, étaient quand même des ils n'étaient pas rémunérés d'abord. Ça c'est bien longtemps avant, mais oui. Effectivement. Et à partir de la Troisième République, on a mis en place le concours. C'était pas l'ENA, mais c'était ce qu'on appelait le grand concours, le concours d'accès aux carrières diplomatiques et consulaires, qui a permis quand même d'ouvrir, à la fois, si vous voulez, d'ouvrir à un certain nombre de personnes, bon, essentiellement issues de la bourgeoisie, hein, mais quand même, et aussi de constituer une carrière, une vraie carrière. Parce que c'est l'honneur de la France. Parce que et c'est une profession. Si vous voulez, on peut pas. Et quand je dis dans l'espace, dans le temps, mais aussi dans l'espace, si vous regardez nos partenaires, y compris les Américains qui ont beaucoup de nominations politiques, ils ont quand même un corps diplomatique. Donc oui, je pense que c'est une erreur. Moi, j'avais exprimé mon soutien en 2017 au deuxième tour. J'avais signé tribune de diplomate à l'époque pour dans un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, je pensais, et je pense toujours, pour être très franc, que c'était préférable. Voilà. Alors, votre première mission au Quai d'Orsay, donc... Affaires européennes. C'était les affaires européennes, la coopération économique, et ensuite... Ensuite, alors j'ai connu, moi, les 3 cohabitations, mais la première, de 86 à 88, on m'a proposé de faire partie du cabinet de Jean-Bernard Raymond, donc ministre des Affaires étrangères, oui, où j'étais chargé des affaires européennes. Grand diplomate, qui est décédé il y a quelques années aussi. Qui venait de Russie, je crois. Qui venait de Russie, et donc qui était l'homme qui avait vu l'arrivée de Gorbatchev. Oui. Et en fait, c'est assez intéressant, parce qu'à l'époque, en France, on n'y croyait pas trop à Gorbatchev. On était en 86, si vous voulez, donc il y avait beaucoup de personnes qui disaient « mais non, c'est pas possible, il est communiste comme les autres ». Donc, et Jean-Bernard Raymond disait quelque chose d'intéressant, il disait « le Gorbatchev, tel qu'on le voit, est quelqu'un qui va pousser son analyse jusqu'au bout. Est-ce qu'il va changer de régime ? Mais il aboutira inévitablement à la conclusion que le système communiste n'est plus viable. » Oui, mais il le disait. Mais ce que disait pas Jean-Bernard Raymond, parce qu'il ne le savait pas, il était honnête, et je ne sais pas s'il ira jusqu'au bout. Ça, c'était intervenu plus tard, en 90. Mais voilà, en tout cas, c'était un grand diplomate, effectivement, qui était dans la première cohabitation. Donc, c'était la première fois que la France était sous ce système, qui était intéressant, finalement. Là, on touche du bout de l'aile, un grand sujet, Pierre Ménard. Gorbatchev. Oui. Hubert Védrine témoigne, alors on avance de quelques années, mais le sujet est toujours Gorbatchev, et nous en avons parlé dans le cadre de nos conversations
avec Christian Megrelis, qui était un de ses conseillers. Oui, j'ai rencontré. Que vous connaissez peut-être. Oui, je connais. Qui a été une de mes victimes précédentes. Oui, oui. Et l'un et l'autre disent quelque chose qui est, à mon avis, assez important et qui entre dans vos préoccupations principales, donner à l'Europe une existence politique dans ce monde et par ricochet à chacune des nations. Il n'y a pas nécessairement d'opposition si nette, c'est un grand sujet. La France a joué Gorbatchev beaucoup plus que l'Angleterre de Tony Blair à l'époque. Et non, attendez, c'était avant. C'était Thatcher. C'était encore Madame Thatcher, oui. Il y avait Thatcher jusqu'en. Libert, c'est beaucoup plus tard. Jusqu'en 80. Oui, il y avait Thatcher jusqu'en 91, oui. 92. Thatcher, John Major, donc Thatcher était de 79 à 90. Oui. Donc John Major, 90, 97. Et ensuite. Ouais. 97 et ensuite Tony Blair. En effet, c'était pas Tony Blair. Mais toujours est-il que la Grande-Bretagne, l'Allemagne et surtout les États-Unis n'ont pas joué Gorbatchev. C'est ce que dit Védrine. Oui. Et il y a eu un projet très intéressant que vous connaissez bien, qui était un projet de confédération européenne au sens large, porté par Mitterrand, qui a donné une fameuse conférence à Prague en 93. Et là, franchement, on est passé, dans votre livre, vous faites l'énumération des occasions manquées, mais on est passé, avec Gorbatchev, qui en 93 avait disparu, mais on est passé à côté d'une grande révolution des institutions européennes, en passant à un système de coopération beaucoup plus souple, beaucoup moins intégrationniste, mais qui incluait l'Europe centrale et qui incluait la Russie. Oui. Ce que les Américains ont torpillé, en réalité. Mais Mitterrand a joué jusqu'au bout. Pas seulement les Américains, c'est que c'était surtout... Pourquoi ce projet a échoué, c'était surtout parce que les pays candidats n'en voulaient pas. La conférence de Prague. La conférence de Prague, c'était Havel a été vent debout. Non, a été vent debout. Havel était, en effet, vent debout. En témoigne, Havel était totalement opposé à ce projet-là. Mais bien sûr, mais il faut dire aussi attendez, il faut dire pourquoi, parce que c'est pas... Vous êtes, en parlant des Américains, je crois que c'est pas le problème, si vous voulez, dans cette affaire. C'est pas le sujet. Hein, c'est pourquoi il y a eu cette proposition de grande confédération européenne. D'abord, de grande confédération, personne n'a dit... Je l'avais beaucoup étudié, puisque Philippe Séguin l'a reprise au bon. D'abord, personne n'a dit qu'il y aurait ou non la Russie, bon, même si c'était possible. Chez Attali, c'était très net aussi. Hein. Toujours est-il que la raison pour laquelle ça n'a pas marché, c'est parce que, en fait, cette proposition a été lancée au moment où les pays d'Europe centrale étaient candidats à l'Union européenne. Donc, et en fait, pour eux, il y avait deux priorités, l'OTAN et l'Union européenne. Et ça a été présenté, si vous voulez, ça a été ressenti, ça je peux vous le dire, parce que je le connaissais très bien, enfin, surtout je les ai bien connus après, mais ils en reparlaient encore, et je peux vous dire, ils en reparlent encore aujourd'hui, de cette affaire de confédération. Dit, vous vouliez nous mettre dans une salle d'attente, ad aeternam, pour que nous n'entrions pas. C'était pas, le projet en lui-même n'était pas stupide, parce que, effectivement, non, mais pourquoi ? C'était gaulien, c'était l'Europe de l'Atlantique à l'oral. Oui, mais ça, bon, là, si vous voulez, c'était toute autre Europe. On peut y revenir, mais bon, c'est le problème, c'est que c'est pas en tête, témoigne. Mais c'est pas ce que voulaient ces pays. Donc, ils voulaient entrer dans l'Union européenne, ils voulaient avoir les politiques communes. Et en fait, cette confédération, c'était une manière de dire, on n'a pas les moyens de vous donner toutes ces subventions. Il va falloir que vous... Il avait même dit, le président Mitterrand, il va falloir vous préparer pendant des dizaines d'années. Et donc, mais on vous offre une confédération. En fait, on vous offre une salle où vous pouvez discuter, mais c'est pas ça qu'ils voulaient, tout simplement. C'est pas, les Américains n'ont rien à voir là-dedans. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est l'Union européenne, et ils voulaient pas cette confédération. Alors, il y a aujourd'hui, si vous voulez, on reparle de ça avec l'idée du président Macron de la communauté politique européenne. C'est un peu un autre sujet aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas la Russie, naturellement. Donc, mais en fait, la Russie, si vous voulez, elle s'en est quand même tenue à l'écart d'elle-même. Hein, donc alors, on ne peut pas le contraire. Cher Pierre, voilà une divergence. Absolument. Entre vous et moi. Je me permets, puisque c'est pas une interview que nous faisons, une conversation entre... Non, mais c'est bien qu'on débatte. Il y a aussi, et Védrine le dit, le fait que
C'est pas évidemment. Non, mais je respecte beaucoup. Écoutez, vous avez été conseiller diplomatique à l'Élysée auprès mais de Chirac, je connais bien Védrine auprès de Mitterrand. Moi, j'ai beaucoup de. Vous connaissez tout absolument, de même. Et j'ai beaucoup de respect. Je connais bien Védrine, mais enfin, voilà, il a sa lecture. Voilà. Bon, mais il a sa lecture qui était quand même, qui est liée naturellement aussi à ses fonctions auprès du président Mitterrand. Donc, c'était la lecture de Mitterrand. Voilà. Et Mitterrand savait très bien, Védrine en témoigne, que si les pays, on les appelait les PECO à l'époque, les pays d'Europe centrale et orientale, étaient réticents à l'idée française, très poussée et inspirée par les relations qu'avaient eues auparavant Mitterrand et Gorbatchev parlant de maison commune, donc il était bien question d'inclure la Russie dans le jeu européen, qui était vraiment dans la tradition française. Si ces pays avaient été réticents, c'est qu'ils avaient été très travaillés, et leurs élites, et leurs oligarchies, et leurs dirigeants, par les États-Unis, qui mettaient en place qui ils voulaient à la tête des États d'Europe centrale après l'effondrement du communisme. Vous exagérez là, vous exagérez beaucoup. Ils ont eu quand même, ces pays, ils n'ont pas choisi leurs dirigeants, ils ont changé, la Roumanie par exemple est revenue, Iliescu, enfin il y a beaucoup de choses, mais principalement l'erreur de cette démonstration, si vous permettez, l'erreur est que vous partez du principe que ces pays ont été influencés, manipulés. Bon, or c'est pas le cas, si vous voulez. C'était vraiment profondément. Vous pouvez parler à des Polonais, vous pouvez parler même encore maintenant à des Polonais, à des Roumains, à des Tchèques, si vous voulez. Ils vous diront non, nous ce qu'on voulait, c'est premièrement l'OTAN avant tout. C'est pas les Américains qui les ont poussés là-dedans dans leur Europe, vous savez. Ils le voulaient parce qu'ils se méfient des Européens. Et alors, c'est encore plus. Les dirigeants, tous étaient formés dans les universités américaines. En revanche, je pense qu'on aurait dû trouver, là vous avez raison, mais on n'a jamais vraiment trouvé la formule. On a essayé, je peux vous dire que le président Chirac, avec Helsinki, on avait parlé, on a essayé de trouver comment on pouvait incarner cette idée, qui est une idée abstraite de maison commune. On n'y est pas arrivé, et puis après, c'est la Russie qui s'en est écartée. Donc voilà, la Russie... après, c'est l'OTAN qui est arrivé, et la Russie qui s'est rétractée. On ne va pas reparler, moi, je veux bien qu'on en parle sur l'OTAN. La promesse de ne pas étendre l'OTAN de James Baker, elle n'a jamais été tenue. Les États-Unis ont avancé jusqu'à inclure les pays baltes. Je le dis longuement dans mon livre. Oui, c'est un traité au fond. J'en traite parce que j'en ai été témoin, si vous voulez. Donc, j'en ai été témoin. En fait, il y a eu une promesse, mais vous savez, les choses évoluent. Donc, quand Poutine dit on était contre l'élargissement de l'OTAN, c'est vrai. Parce que, en fait, je le dis, c'est populaire, enfin sur le plan populaire, le peuple, notamment les vieilles dames, les babouchkas, sont inquiètes de la menace, qui n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de missiles en Pologne, mais bon. Ils étaient contre. Maintenant, ensuite, les choses ont évolué. La rencontre avec Chirac a compté. Moi, j'ai trouvé, si vous voulez, que c'était une personnalité tout à fait impressionnante. C'était le Chirac des années 70, pourtant qu'on caricaturait un peu, mais il était très impressionnant, et j'avais vu la façon dont il dialoguait avec donc les jeunes, puisque c'était des représentants des jeunes qui étaient là. Il savait faire. Il était remarquable. Oui, il avait cette qualité, si vous voulez, de pouvoir prendre en compte les avis de personnes qui n'étaient pas de son avis. Donc, mais qu'on n'avait pas d'ailleurs, c'est une image qu'on n'avait pas en public, si vous voulez, du tout. À l'époque, je dis. Après, c'est un petit peu changé. Oui, il paraissait plus raide qu'il n'était dans la réalité. Voilà. Et puisque nous parlons de lui, sans doute ça a été de belles années passées auprès de lui à l'Élysée. Plus tard, alors beaucoup plus tard, au début de ce siècle. Mais en réalité, c'était j'étais à l'Élysée comme conseiller, donc. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup de conseillers diplomatiques. Non, il y en avait peu. Maintenant, il y a toute une flopée, mais il y a eu une inflation. Inflation de conseillers. Non. Mais à l'époque, on était trois. On était trois. Il y avait Jean-David Lévy, Bernard Rémier et moi, plus François Delattre, qui ont tous eu des carrières d'ailleurs assez brillantes. Mais on était très peu nombreux. Donc du coup, moi j'étais quand on disait affaires européennes, j'avais aussi la Russie. Moi, donc j'avais la Russie. Donc je participais au voyage avec Helsinki.
la visite d'Eltsine en France, la visite de Chirac en Russie. Et puis ensuite, si vous voulez, après, quand j'étais directeur la première fois, directeur de la coopération européenne, en fait, je le voyais très souvent parce que j'étais associé à tous les déplacements, soit de dirigeants européens, il y en a beaucoup, si vous voulez, ils sont courts, mais il y en a beaucoup, dirigeants européens en France, et des voyages du président dans les pays européens. Donc je voyais encore beaucoup à cette époque-là, oui. Bon, alors, quel portrait faites-vous de Jacques Chirac? Parce que il domine les 50 dernières années avec Mitterrand et peut-être Emmanuel Macron, j'en sais rien. Je pense à Macron, leur territoire. Je pense que les présidents, si vous voulez, surtout ceux qui ont une certaine durée, marquent. Jacques Chirac était quelqu'un, bon, vous le savez, qui s'intéressait beaucoup aux questions internationales. Qui aimait la Russie, d'ailleurs. Qui connaissait bien la Russie, connaissait très bien, qui parlait russe, qui avait traduit dans sa jeunesse un roman de Pouchkine. Absolument, oui, tout à fait. Ah bon? Vous ne connaissez pas cette anecdote? Donc, mais non, c'est magnifique. Il a traduit, c'est un roman en vers interminable de Pouchkine, Eugène Onéguine. Donc. Il a traduit, je ne savais pas du tout. Et bon, l'anecdote est intéressante, parfois amusante en tout cas, parce qu'il avait à l'époque envoyé cette traduction à un éditeur je ne sais pas quel est ce jeune homme, il avait 20 ans, hein, donc pas ce jeune garçon, pas pourquoi on publierait. Et donc ensuite, je pense qu'on était en 52, quelque chose comme ça, en 53. Et puis après, 20 ans plus tard, en 74, il devient Premier ministre. Et l'éditeur lui écrit en disant « Monsieur le Premier ministre, je serais heureux cette fois de publier votre traduction. » Mais il n'a pas voulu, naturellement. C'était trop tard. C'était trop tard. Mais donc c'était quelqu'un, si vous voulez, qui avait une conception des relations internationales, qui avait une vision. Et qui... Comment la résumeriez-vous, monsieur l'ambassadeur? C'était la vision gaulliste, c'est-à-dire d'abord la place de la France dans cet ordre international qui était en train de s'ébaucher à l'époque. Donc il fallait que la France conserve son identité, sa présence, mais en même temps il a été convaincu, après auparavant, il avait eu des positions sur l'Europe un peu différentes, mais Cochin, c'était pas tout à fait... Oui, tout à fait, mais ça je peux vous dire, parce qu'il en parlait. Mais il a été convaincu dans les années 80-90 que dans le monde qui apparaissait, il fallait que l'Europe ait son existence. Et il pensait, si vous voulez, Jacques Chirac pensait qu'il y avait il y a eu une période où les États-Unis dominaient le monde, donc on y était. À l'époque, on y était. C'était après la chute du mur de Berlin. On s'est retrouvé dans un monde unipolaire. Est-ce que vous écrivez vous faites bien les séquences des moi, je l'ai fait de la façon suivante. C'est très éclairant, votre découpage. 45-89, les blocs. Yalta, donc... un certain équilibre, au fond, donc un équilibre nocif, détestable d'une certaine manière, mais un équilibre que d'ailleurs le général de Gaulle critiquait. Ensuite, nous avons une période qui commence en 89, qu'on peut faire finir soit en 2001, soit en 2003, parce que c'est dans cette période que ça se joue entre les attentats du 11 septembre et l'affaire de l'Irak, où là, c'était la domination américaine, domination qui a pris fin en 2003, parce que, tout simplement, en fait, dans cette période de 89-2003, il y avait un certain nombre de pays, pas tous, hein, un certain nombre de pays, dont d'ailleurs la Russie, qui s'étaient dit, au fond, on va peut-être adopter ce modèle occidental, qui est peut-être pas, enfin, en tout cas faire semblant de l'adopter, parce qu'on ne pourra pas l'adopter complètement. Je crois que l'affaire de l'Irak, en tout cas, auprès du tiers-monde, enfin auprès du Sud, si vous voulez, a été un choc terrible, qu'avait vu d'ailleurs Jacques Chirac, et qui a fait que désormais, il n'était plus possible pour les Américains d'être un leader incontesté. Donc on a vu une période du monde de 2003 à 2021-22, donc où là c'était un monde sans repère, avec un certain nombre de puissances qui s'affirmaient,
On a plutôt intérêt, nous, Français, pardon de vous couper, à dire 2003, parce que 2003, quel est le fait saillant? C'est peut-être le nom français à l'invasion de l'Irak. Oui, mais ça nous donne un joli rôle. Mais ce nom français était approuvé par... Vous étiez auprès de Chirac à ce moment-là? Non, j'étais directeur. Moi, j'étais directeur, mais j'étais directeur des affaires européennes. Mais enfin, vous savez, j'étais auprès de Dominique de Villepin, donc j'étais directeur de Dominique de Villepin, donc je voyais très souvent, et je voyais très souvent le président Chirac. J'ai vu l'évolution du dossier, si vous voulez. Donc, vous n'avez pas été étonné par le... Pas du tout, non. Il a été préparé? Pas du tout, parce que... Le refus français de... Vous savez, il a été préparé. Parce que le président Chirac, ça revient un petit peu à ce que vous disiez sur la question d'origine qui était la vision du président Chirac. Donc, la vision du président Chirac, c'était d'abord que la France devait avoir son message et dire ce qu'elle pensait. Donc, en 1991, il y a eu une première guerre du Golfe. L'Irak avait annexé un pays, le Koweït. Il y avait eu des résolutions du Conseil de sécurité. Il y avait une résolution du Conseil de sécurité qui autorisait l'emploi de la force. Donc Jacques Chirac, qui à l'époque n'était pas aux affaires, il était maire de Paris. Oui, mais s'était prononcé il était président du RPR et il s'était prononcé pour l'intervention. En revanche, là, il n'y avait pas... C'était pas le cas de tous les gaullistes. Il y avait, pardon? C'était pas le cas de tous les gaullistes. Non. Bon. Non, bien sûr, mais enfin, vous savez, c'est jamais le cas de tout le monde. Heureusement, il y a une certaine diversité. Il y a beaucoup de gaullistes qui avaient rué dans le brancard, à commencer par l'amiral de Gaulle, d'ailleurs, le fils du général. Mais passons. Comme aujourd'hui, le petit-fils Pierre de Gaulle joue un certain rôle. Mais il y a aussi Yves de Gaulle. Il y a aussi Yves de Gaulle. Donc, vous savez, si on prend la famille, vous savez... vous allez peut-être trouver que Pierre de Gaulle est sensible à ce que vous nommez la propagande. Je dirais pas ça. La propagande russe ou poutinienne. Non, je parlais de alors vous. Que RT, oui, mais enfin, RT a été interdit. Je ne vois pas ce que c'est que la propagande. Il était interdit. Bon, alors qu'on a interdit tout ce qui est. Il y a quelques personnes qui se chargent. Oui, mais il y a quand même quelques personnes qui se chargent. Non, mais enfin bon, c'est... De toute façon, continuons parce que c'est intéressant déjà, cette évolution de Jacques Chirac qui conduit à 2003. Il conduit à 2003 et là, il a été, si vous voulez, à la fois, il n'a pas hésité sur l'attitude de la France, parce que justement, il n'y avait pas de résolution du Conseil de sécurité, parce que il s'agissait tout simplement d'agresser un pays alors que les raisons de le faire n'avaient pas été établies, bien au contraire. Donc là, c'est une certaine idée, effectivement, de ce que doit faire la France et qui était attendue par une grande partie du monde aussi. Donc, il y avait une grande partie du monde qui s'était un peu résignée, on va dire, avant, à se dire, au fond, on est obligé de suivre les Américains. Mais à partir de ce moment-là, ça n'a pas été le cas. Mais un autre aspect, si vous voulez, là, qui a beaucoup marqué le président Chirac, c'est quand même les divisions européennes dans cette affaire de l'Irak. Voilà, et là, on s'est aperçu que, et là, il a marqué le coup, si vous voulez, parce qu'on s'est aperçu qu'au sein de l'Union européenne, à l'époque c'était juste avant l'élargissement, au sein de l'Union européenne, il y avait quand même un grand nombre de pays qui avaient soutenu les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, c'était à l'époque Berlusconi, et bien d'autres, et puis surtout pratiquement tous les pays d'Europe centrale l'avaient fait. Et donc c'est là où le président Chirac avait dit ils ont perdu une bonne occasion de se taire. Donc voilà. Donc, et à partir de là, donc il y a eu une longue période 2003-2022. Et en 2022, ce à quoi on assiste maintenant, c'est une reconstruction de l'ordre international. Dans quel sens, on ne sait pas encore. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, si vous voulez, il y a l'Occident, et face à l'Occident, il y a un certain nombre d'ensembles. Il y a la Chine, naturellement, la Russie. L'Occident devient minoritaire. L'Occident, de toute façon, a toujours été minoritaire. Oui, mais enfin, dans le calcul des forces. Alors, dans le calcul des forces, c'est discutable, mais ça dépend comment vous comptez. Mais, en missiles, je ne sais pas. Missiles, je ne sais pas non plus. Mais toujours est-il qu'on est 1 milliard d'habitants, à peu près l'Occident, 1 milliard d'habitants, contre donc 7 milliards. Je crois qu'on vient de passer à 8 milliards. 7 milliards. Mais cela dit, ça ne veut pas dire que ces 7 milliards soient ensemble. Moi, je pense que la Chine, de toute façon, est un cas à part. Elle joue son rôle de façon discrète, patiente, et avec une montée en puissance très forte. Et moi, je ne crois pas... Alors, ils sont d'accord avec la Russie sur la contestation de l'Occident, ça ne fait pas de doute. Mais
Est-ce que la Chine conçoit une alliance totale, exclusive avec la Russie? Je ne le pense pas. La contestation de l'Occident ou des États-Unis? Mais alors c'est ça le problème, c'est que nous n'avons pas intérêt, gaullistes que nous sommes, à trop mélanger les deux éléments, n'est-ce pas? Je suis d'accord là-dessus. On est bien d'accord. Pour une fois, on est d'accord. Donc, oui, je suis d'accord, et tout, justement dans cet ordre qui s'ébauche avec des blocs qui peut-être vont se reformer. Il y a le bloc du Sud, il y a les BRICS. D'ailleurs, on voit que certains sont un peu partout. Les BRICS, l'alliance, l'alliance qui n'est pas une alliance, l'amitié russo-chinoise. Nous n'avons pas intérêt, effectivement, à être assimilés purement à un des sous-ensembles de l'Occident. Or, aujourd'hui, c'est un peu le cas. C'est un peu comme ça que compte. Et l'Europe devrait... La grande valeur de ce livre, que vraiment j'ai pris grand intérêt à vous lire. J'étais pas tout à fait sûr, parce que des livres d'ambassadeurs, on peut penser que c'est un peu convenu. Mais à chaque page, il y a des choses. Merci beaucoup. Le nom, l'Union européenne, le titre, l'Union européenne et la guerre. Réfléchissons ensemble. 2003, l'Europe se signale au point de commencer à modifier l'époque, la couleur de l'époque, et de mettre un terme à l'unilatéralisme ou l'unipolarité états-unienne, ne disons pas américaine, disons états-unienne. Mais ce n'est pas l'Europe qui se distingue, c'est l'Europe qui se distingue, mais c'est la France. Oui. Et qui se passe de l'Europe. Parce que l'Europe n'a pas su... Alors, qu'est-ce qui se passe pour que l'Europe ne parvienne pas? Ça, c'est la grande question, parce que dans votre ouvrage, on voit que ça vous travaille, et que vous n'êtes pas content. Non, bien sûr que non, bien sûr. Que l'Europe ne parvienne pas à se distinguer. Je l'avais, pour tout vous dire, je garde la parole 30 secondes, très immodeste. C'est vous qui décidez. Très immodestement. Vous êtes chez vous et surtout pour parler de moi, mais j'avais écrit en 97 un livre qui s'appelait L'Europe vers la guerre. Où je prévoyais que les États-Unis seraient... Je reprenais Brzezinski, en fait, tellement omnibulés par la domination totale de l'Europe, notamment par crainte de la Chine. Il ne s'agissait pas de laisser la Sibérie... Voilà, c'est surtout ça. Il ne s'agissait pas, Brzezinski est très net, de laisser la Sibérie conquise par la Chine, ce qui marginaliserait définitivement ou durablement les États-Unis. Donc la menace était précise. Mais je voyais bien, en écrivant l'Europe vers la guerre, que ça allait entraîner l'Europe vers un conflit qui est arrivé 25 ans plus tard avec la Russie. Là, nous y sommes aujourd'hui. Et que d'occasions manquées pour éviter cette situation. Vous les énumérez, ça rend pour tout honnête homme ou quelqu'un qui s'intéresse à la politique internationale cette lecture passionnante. Que d'occasions manquées que Jacques Chirac essaie d'entrer dans l'OTAN, mais en prenant un commandement intégré. Ce qu'on appelle le commandement Sud. Oui. Le commandement Sud, qui est à Naples, je crois. Oui. Il y a Saint-Malo, qui est la suite de la Yougoslavie, où, alors là, cette fois, Tony Blair prend mort aux dents, et vous consacrez de belles pages à Saint-Malo, 99, je crois. 98. Fin 98, oui. Fin 98, où il est question de coopération franco-britannique qui peut aller très loin et qui peut être l'embryon d'une émancipation géostratégique de l'Europe, non pas nécessairement, certainement pas dans votre esprit, en conflit avec les États-Unis, mais avec un vrai partenariat. On a loupé toutes ces occasions. Il y en aura peut-être d'autres. Écoutez, je vous signale que la politique de sécurité, la PESC, politique européenne de sécurité commune, elle date quand même du traité de Maastricht, 92. Alors, ça fait 30 ans que les occasions sont manquées. Alors, je ne veux pas longtemps comme ça. Je veux pas être trop technique, parce que au sein de la PESC, il y a quelque chose qui est apparu avec le traité de Lisbonne, mais qui est l'héritier de Saint-Malo, c'est la politique de sécurité et de défense commune. Donc, en quoi ça consiste? Ça n'est pas une défense européenne, ça consiste à mettre en place des forces, des possibilités d'intervention extérieure sur des théâtres de crise. Et ça marche qu'un cas, mais ce n'est pas une défense européenne. Donc, aujourd'hui, le problème de la défense européenne, on commençait, alors quand vous dites les occasions manquées, il y a peut-être eu la dernière, il y en a eu beaucoup, il y a eu l'affaire de l'Irak, où là, il y avait eu vraiment une prise de conscience, je peux vous dire, pas seulement de la France, mais de l'Allemagne, de la Belgique, du Luxembourg. À l'époque, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait y ajouter l'Italie et l'Espagne, qui à l'époque étaient
dans le camp plutôt de l'alignement sur Washington. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Enfin, il faut voir avec Mme Meloni, elle est plutôt, on va dire, voilà, comme quoi cela ne recouvre pas les clivages politiques. Voilà, donc, en fait, c'était plus compliqué qu'on le croit. Mais l'Italie, je pense, aurait intérêt quand même avec l'Espagne. Et moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est de le faire à quelques-uns. Parce qu'on ne peut pas avoir l'unanimité pour la politique étrangère et pour la défense. Il faut l'unanimité, on ne l'aura pas. On ne l'aura pas parce que, tout simplement, vous avez toute une série de pays, commencé par les pays d'Europe centrale, qui ont plus confiance dans les Américains que dans nous pour leur sécurité et leur défense. Ils ont peut-être tort, mais c'est comme ça. C'est toujours le même sujet, ça dépend le degré d'imbrication de leurs oligarchies dans le système américain. Non, mais ça, c'est une vision, si vous voulez, un peu... à propos de l'Italie, l'Italie est en couple. Non, mais l'Italie, on ne parle pas d'elle, on parle de la Pologne, etc. Est-ce que M. Kaczynski, qui est l'homme, Jarosław Kaczynski, qui est le vrai patron du PiS, donc qui est le parti au pouvoir, qui exerce son pouvoir dans l'ombre, est-ce qu'il est marqué par l'oligarchie américaine? Si vous y allez le voir, vous verriez au bout de 5 minutes que c'est complètement faux. C'est quelqu'un, au contraire, c'est quelqu'un qui se définit comme gaulliste, mais simplement ils sont convaincus. Là, vous sous-estimez quelque chose. Oui, ils ont peur de la Russie. Ils sont profondément convaincus. Ces gens-là, pour eux, de toute façon, la première menace vient de la Russie. Et avec ce qui se passe, ils en ont la confirmation. Donc, et ils sont absolument convaincus. C'est pas du tout par allégeance aux États-Unis, simplement qu'aujourd'hui, ils croient que les Pourquoi acheter des avions américains plutôt que des avions français? Eh bien parce que il y a une logique, il y a une logique de standardisation de l'OTAN qui fait que les choses sont comme ça. Et c'est pour ça que la seule chance qu'on ait, c'est de bâtir un noyau européen. Alors que ce soit au sein de l'OTAN ou en dehors de l'OTAN, c'est un détail, mais avec des mécanismes de décision autonomes de l'Europe. Ce que je dis, donc, c'est que pour cela, il faut reprendre un instrument qui avait été proposé par le général de Gaulle, le plan Fouché, en 1961. 61-62, il a été échoué en 62. D'ailleurs, c'est intéressant de voir pourquoi il a échoué. On était 6 à l'époque. Et en fait, il a échoué parce que, d'abord, il était complètement indépendant de l'OTAN, ce que nos partenaires ne voulaient pas. L'Allemagne. Et parce que... Alors, l'Allemagne était, comme d'habitude, souvent un peu... Adenauer avait été... on va dire, prudemment positif. Mais en revanche, ceux qui avaient été contre, c'est le Benelux. C'est-à-dire la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas. Pardon ? Spaak. Oui, Spaak. Paul-Henri Spaak, le Premier ministre belge. Absolument. Je ne sais pas si c'était encore là, mais enfin, en tout cas, oui, je crois que c'était lui. Donc. Deuxième chose, il ne voulait pas, il disait, il faut que tout dépende de la Commission de Bruxelles et que les États ne jouent pas de rôle dans ce système. Or, aujourd'hui, si vous voulez, d'abord, premièrement, on retombe sur le problème de l'OTAN. Il faut avoir une autonomie par rapport à l'OTAN. Et je pense que ça reviendra sur la... Vous dites qu'il y a eu des occasions manquées, c'est vrai, mais ça reviendra sur la table. Mais il faut le mettre sur la table à quelques-uns. Il faut être patient. Il faut être patient. Et deuxièmement, dans cette Union européenne aujourd'hui, par rapport au modèle qu'on avait dans les années 60, on s'est éloigné quand même de l'Europe fédérale. On s'en est éloigné. Aujourd'hui, personne ne l'imagine plus. Et quand vous regardez, même dans les domaines de compétences exclusives, que sont la monnaie, que sont la concurrence ou d'autres, il y en a 5, même dans ces domaines-là, les États jouent leur rôle au sein du Conseil européen. Oui, monsieur l'ambassadeur et cher Pierre Ménard, s'il y a quelque chose à faire en matière militaire, ça serait d'abord de rendre compatibles les systèmes de défense et s'acheter nos armements mutuellement. Il n'est pas normal que les États-Unis que les pays européens globalement achètent 2 fois plus d'armes aux États-Unis qu'ils ne s'en achètent entre eux. Et cette proportion croît. Et nous avons publié dans le Nouveau Conservateur le témoignage d'un général, Alain Bertouti, qui dit que l'entrée dans l'OTAN a complètement bouleversé ses perspectives et a même rendu pratiquement impossible la création, ne serait-ce que pour des raisons de compatibilité des armements. Et vous l'avez dit vous-même, impossible, il y a 17 ce qu'on appelle l'Europe de la défense. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 17 modèles de chars contraints aux États-Unis. Donc, et donc, effectivement, vous avez tout à fait raison. Mais pour cela, il faut en avoir. Ça faisait partie de l'initiative de Saint-Malo. Ça fait partie théoriquement de la politique commune de sécurité et de défense. Il y a un certain nombre de fonds qui aident à cela. L'Agence européenne de défense, le Fonds de défense. Mais c'est pas suffisant.
pas suffisant, il faut des choix politiques, ça vous avez raison. Alors, au milieu de tout cela, cher Pierre Ménard, votre carrière diplomatique se développe. Vous avez ce qui est incomparable, une chance incomparable. Vous êtes dans plusieurs postes à des points d'observation importants. Nous avons parlé de la Roumanie. Vous avez été ambassadeur, nous en avons parlé aussi en Pologne. Je pense que vous avez eu beaucoup d'affection pour les Polonais, non? C'est un peuple attachant. Ah bon? Pardon. Votre mot parle. C'est un peuple attachant, les Polonais. Vous savez, ce sont des gens... n'oubliez pas que c'est un peuple qui était... Enfin, une nation rayée de la carte. C'est une grande nation, la Pologne. Une nation... Il n'y a pas tellement d'États-nations européens, au fond. Oui. De nations, tout court, d'ailleurs. Et eux, par suite d'erreurs qu'ils ont commises, ont été rayés de la carte au moment des 3 partages, du dernier partage de 1795. Et donc c'est un pays qui a disparu de la carte et qui a été partagé entre la Russie, l'Autriche-Hongrie et la Prusse. Donc d'ailleurs, les souvenirs de cette période qui a duré jusqu'en 1918 sont encore, quand vous allez en Pologne, les gens vous en parlent, les familles en ont parlé, et on considère que les pires étaient les Russes, ensuite les Prussiens, et les Austro-Hongrois étaient plus accommodants. Voilà, donc, ouais. Ce qui explique d'ailleurs que vous avez le sud de la Pologne, avec Cracovie, soit une région plus libérale, plus ouverte, et très belle et avec beaucoup d'intellectuels, si vous voulez. Donc, mais ensuite, si vous voulez, ils ont eu une période qui n'était pas de 1918 à 1939, puis après ils sont retombés sous la domination de l'Union soviétique. Oui. Donc, ils se sont tirés notamment grâce au pape. Mais oui, disons-le tout de même. Disons-le. Le pape peut jouer, Rome peut jouer un très grand rôle diplomatique. Je pense que c'était le plus... Enfin, eux considèrent que c'était le plus grand des Polonais, donc de toute l'histoire. Oui. Et j'étais en Pologne de 2004 à 2007, donc d'abord au moment de l'adhésion et au moment du décès de Jean-Paul II. Et d'ailleurs, les Polonais auraient aimé qu'il soit enterré en Pologne, mais c'était pas possible. Voilà, c'est pas la tradition. Mais alors, vous avez dit quelque chose de très important, enfin, comme tout le reste. Le pays avait été rayé de la carte. Je me dis, in petto, dans mon petit petto, mais voilà, la plus grande parole d'espérance, on peut être rayé de la carte et ressurgir. C'est ce que dit De Gaulle à Perfit. Vous savez, les nations sont impérissables. Il compare la poussière sur une table et il dit vous pouvez ne plus voir ce qu'il y a sous la poussière. Vous faites la poussière et tout à coup tout renaît. Autre pays, et la problématique n'est pas très différente, c'est les Pays-Bas. Vous avez été ambassadeur plusieurs années. Il y a une réticence aussi vis-à-vis de la superstructure bruxelloise qui... au point que les Pays-Bas ont 2 fois au moins dit non à des référendums sur intégrant l'Europe. 2 fois, je ne sais pas, mais 1 fois sûrement. Oui. Si, Constitution européenne. Et oui. Il y en a eu un autre, je crois que le référendum contre l'entrée de l'Ukraine contre la signature de l'association Union Européenne-Ukraine, mais c'était un référendum consultatif dont le gouvernement a dit qu'il n'avait aucun effet. Oui, enfin, ça montre quand même que l'épine dorsale des Hollandais, je veux dire Hollandais, est quand même très vive à l'encontre de Bruxelles. C'est vrai, vous avez raison. Donc, c'est un pays, si vous voulez, tradition calviniste, tradition protestante, tradition d'affaires, tradition où l'argent, si vous voulez, contrairement à la France, au pays catholique, l'argent n'est pas mal en soi, un mal en soi, à condition toutefois qu'il soit bien géré et que les gens ne s'enrichissent pas et ne soient pas, ne montrent pas trop leur richesse. Si vous allez dans les maisons de personnes très, très fortunées, vous ne voyez rien. C'était tout petit. Vous allez à 18h, t'invité à dîner à 18h, et après, le cas échéant, le dîner se termine à 19h30, et le cas échéant, éventuellement, après on voit au spectacle, mais c'est tout petit, des toutes petites pièces, assez sombres, c'est la tradition. Donc effectivement, alors eux, ils étaient un État fondateur de l'Europe, mais ils ont, alors eux, vraiment, on peut dire, aux Pays-Bas, qu'il y a quand même
double appartenance, d'une certaine manière, parce que eux sont vraiment profondément dans l'espace atlantique et n'ont jamais été aussi heureux, les Pays-Bas, que lorsque les Anglais étaient parmi nous. Parce qu'ils trouvaient entre eux, en fait, les Pays-Bas, si vous voulez, l'économie néerlandaise est très dépendante des Allemands, donc de l'économie allemande, et ils se méfient pour des raisons historiques des Allemands. Donc ils se méfient aussi des Français. Ils ont besoin du contrepoint. Ils avaient avec les Britanniques. Du contrepoids britannique. Voilà, parce que c'est un pays libéral. C'est un pays, si vous voulez, où là, quel que soit, à part, il y a évidemment quelques forces, on va dire, qui ne sont pas dominantes, en fait. Il y a ce qu'on appelle là-bas un parti socialiste, qui est l'équivalent de l'extrême gauche en France, mais en beaucoup plus modéré. Et puis une extrême droite qui se diversifie maintenant, qui existe, mais qui est encore plus libérale. Voilà, donc il y a cette tendance, effectivement, mais en même temps, ils ont quand même la conscience d'être un pays fondateur. Donc, et puis, aux Pays-Bas, il y a beaucoup d'institutions, si vous voulez, donc, qui sont les cours internationales et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, ce qui rend le poste très intéressant. C'est un poste intéressant. Vous avez aimé le séjour. Absolument. Bon, le climat est un peu, on va dire. Non, mais être ambassadeur de France aux Pays-Bas, écoutez, la vie est très agréable. La vie est très agréable. Oui. Et c'est un bon souvenir, je dirais. C'est un très bon souvenir. Mais tous mes postes sont un très bon souvenir. Et la Tunisie, finissons, puisque notre conversation s'achève. C'était juste avant. Donc c'était 2009-2011. 2009-2011. Vous avez vécu le printemps arabe. J'ai vécu la révolution, c'est une révolution. J'ai écrit un livre d'ailleurs là-dessus qui s'appelle Un ambassadeur dans la révolution tunisienne, qui était mon premier livre en 2015. Oui. Qui s'est d'ailleurs bien vendu en Tunisie. D'ailleurs, le reste. On le voit à l'écran. Bon, c'est un pays très attachant, là aussi, si vous voulez. Alors vous me direz peut-être que les ambassadeurs s'attachent au pays. Ça, c'est certain. Les ambassadeurs sont souvent ambassadeurs du pays auprès duquel ils sont accrédités. C'est ce que m'avait dit le président Chirac quand je suis allé le voir en partant en Pologne. Vous voyez, il m'a dit, vous savez comment on vous appelait quand vous étiez en Roumanie, on vous appelait l'ambassadeur de Roumanie en France. Je montre une photo de c'était avec le président Constantinescu. Justement, en Roumanie. Et alors je dis, mais non, monsieur le président, mais il me demande, mais si, mais je vous demande de refaire la même chose en Pologne, parce que c'est comme ça que vous nous serez plus utile. Ah, il vous a dit ça. Oui, tout à fait. Mais ça, c'était Chirac en tête à tête, c'était autre chose. C'était très franc. Donc, alors la Tunisie donc était. Alors quand je suis arrivé, si vous voulez, c'était un pays. Il y avait un contraste énorme entre le côté très attachant du pays, des gens charmants, instruits, connaissant très bien la France. Tant, vous savez, alors il y a le sentiment anticolonial, bien sûr, mais quand même le lien avec la France qui est très très fort, donc dans tous les domaines. Et puis de l'autre côté, évidemment, cette dictature qui était très 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 forte, donc qui était une dictature comme il y en avait peu en fait encore, beaucoup plus Ben que l'Algérie. Ben Ali. Enfin, il était aimé du peuple. Ça, beaucoup plus que les actuels, c'est toujours la même chose. C'est la déformation des ambassadeurs. C'est très discutable. Vous prenez vos interlocuteurs pour représentants absolus de leur peuple. François Martin nous en parlait. Oui, mais Ben Ali, si vous voulez, il y avait. Alors ça dépend quel peuple. D'abord, le peuple a fini par le lâcher. Donc je peux vous dire que si Ben Ali est parti, c'est pas. Il ne pouvait plus. Mais en fait, le problème, c'est que l'entourage immédiat, la famille. Sa femme et toute la famille de sa femme étaient devenus complètement détestés. Donc, il est allé trop loin. Et il n'y avait pas, si vous voulez, dans ce système, il n'y avait pas de porte de sortie. Vous avez Bourguiba avait quand même un certain nombre de portes de sortie. Lui, il s'était enfermé. Bon, je crois qu'il était malade aussi. Oui. Moi, j'ai jamais vu Ben Ali. Je l'ai vu lorsque j'ai présenté. Il ne recevait plus les. Oui, mais les lettres de créance. C'était une cérémonie. Si vous voulez, dans les 4 postes où j'ai été, en Roumanie, j'ai eu un entretien avec le président Constantinescu, en tête-à-tête. En Pologne, j'ai eu un entretien. À l'époque, c'était Kwaśniewski, donc un entretien pas en tête-à-tête, mais très cordial. Et aux Pays-Bas, j'ai été reçu par la reine Béatrice, donc qui dans un entretien en français,
qui n'était pas en tête-à-tête, mais avec une participation très limitée. C'est impressionnant. C'était très impressionnant. Et j'ai été reçu à mon départ par le roi Guillaume-Alexandre. J'ai assisté à l'intronisation du roi en 2013. Mais pour revenir à Tunisie, je n'ai jamais vu en tête-à-tête Ben Ali. J'ai vu comme ça dans des réceptions, alors qu'auparavant, les ambassadeurs de France le voyaient. Donc, on voyait son entourage immédiat, mais qui disait qu'au fond, il ne pouvait pas faire grand-chose. Donc, et c'était un système complètement dictatorial, avec des élections complètement truquées. Les gens en ont eu assez, si vous voulez. Donc, les gens en ont eu assez. Et le taux de croissance était considérable. Le taux de croissance était 7, 8, 9%. Pas, non, mais dans les 6, 7, oui. Oui, enfin. Mais justement, avant les événements, ça avait baissé. Ça tombait. Oui, ça avait baissé. Bon, et depuis, alors, ils ont eu bien des épisodes. Bon, la première chose qui s'est passée quand même, ça, c'était vrai, on le prévoyait et c'est arrivé. Première chose qui s'est passée, c'est que les premières élections libres, les islamistes ont emporté. Donc, mais ensuite, il y a eu, c'est là le génie de la Tunisie, si vous voulez, ensuite, il y a eu aussi une contestation des islamistes. Il y a eu... Comme en Égypte. Oui, sauf qu'en Égypte, c'est résulté d'un coup d'État. Pas pareil. Oui. Enfin, il y a eu aussi mais c'est pas du tout pareil. Là, ça a été le peuple qui l'a marqué lors des élections. Maintenant, le problème, c'est qu'ils ont élu Nida Tounes, donc ce remarquable homme qui était Béji Caïd Essebsi, qui était un grand Tunisien, si vous voulez, donc, mais qui lui aussi tombait dans des travers avec la corruption et avec l'insatisfaction du peuple. Et donc maintenant, on est dans un système qui redevient autoritaire. Il redevient autoritaire et c'est dangereux. Alors, votre mission à Tunis prend fin un peu brutalement par le fait du prince, on peut en parler. Nicolas Sarkozy nomme un de ses amis. Bon, je ne sais pas si c'est un de ses amis, mais c'est un de ses conseillers, un de ses anciens conseillers. Oui. Ça aussi, c'est la servitude de la fonction d'ambassadeur. On est tout à fait à la merci du prince. Tout à fait. Mais ça, c'est la Constitution qui veut ça. Donc, ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire du président en Conseil des ministres. La grandeur de ce métier que vous avez longtemps exercé. Il y a des moments où il faut l'accepter. C'est un métier très particulier, très fascinant. Moi, heureusement, ça m'est arrivé qu'une fois. Mais ce qu'il y a chez vous, c'est que non seulement il y a le grand diplomate rompu à l'exercice diplomatique, qui a vu beaucoup de choses, qui a compris beaucoup de choses, mais en plus vous écrivez. C'est l'occasion une dernière fois de renvoyer à votre livre et à votre inquiétude. Oui. J'aime beaucoup dans ce livre votre inquiétude et la France. Vous y êtes attaché tout autant que je le suis, nous le sommes tous, mais votre inquiétude est maximale. Il y a des développements, par exemple, sur la politique de l'énergie. C'est invraisemblable. Ouais. L'Europe avait 2 sources d'énergie à bas coût, le nucléaire et le gaz russe. On a réussi à torpiller l'un et l'autre et à être dépendant du reste du monde. C'est un vrai sujet. C'est énorme. L'avenir de l'Europe est très... Alors le gaz russe, moi je placerai pas les deux sur le même plan, parce que le gaz russe, c'était une erreur d'être aussi dépendant quand même. Donc, c'est principalement la responsabilité des Allemands et notamment de Schröder, donc, et après d'Angela Merkel. Et puis le choix antinucléaire. En revanche, le choix antinucléaire allemand pèse lourdement parce qu'il continue, si vous voulez, à être... Nous pourrions, dans le cadre du changement climatique, et nous essayons de le faire, de dire que le nucléaire doit être pris en compte comme énergie décarbonée. Or, c'est très difficile. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Vous avez 2 enfants. Oui. Quel avenir vont-ils connaître? Quelle France? Que de difficultés, n'est-ce pas? On peut regarder les choses lucidement. Il y a des choix politiques, géopolitiques, diplomatiques qui coûtent cher. Oui. Ou des occasions manquées qui coûtent cher. Mais mes enfants sont plus tout à fait très jeunes. Enfin, j'en ai un qui va avoir 39 ans, donc. Mais c'est quand même une autre génération. Une génération l'autre a 35 ans. Une génération qui a pris en compte le fait qu'elle n'aurait plus le confort, enfin un certain confort qu'on avait, un confort intellectuel. Je crois qu'ils sont aujourd'hui
quelles que soient leurs opinions par ailleurs, quel que soit leur métier, c'est très différent. C'est très différent. C'est un univers beaucoup plus mobile et ils savent que ça va bouger, pas forcément bien. Mais nous avons des ressorts. Nous avons des ressorts. Je À crois. travers vos enfants, vous le voyez. Alors malheureusement, vous savez qu'on est en train de baisser sur le plan démographique. Et je sais. Malheureusement. Finissons là-dessus. L'inquiétude démographique parmi tant et tant d'inquiétudes. Oui. Pour ce pays que vous avez tant aimé et tant servi. Merci sûr. beaucoup, mon cher ami. Merci Paul-Marie, merci. Pierre Ménard, merci Monsieur l'Ambassadeur, et merci au nom de TV Liberté de vous être prêté avec votre gentillesse Voilà, merci beaucoup. habituelle à cet exercice. Cette conversation a été animée. Parfois, bien sûr, nous ne sommes pas toujours d'accord, mais intéressante de toute façon. Churchill disait, j'aime pas parler anglais, we agree to disagree. J'aime beaucoup, nous sommes d'accord même quand nous ne le sommes pas. Merci encore Pierre Ménard, et à bientôt.